Bonjour, je m'appelle François Gob. Je m'appelle Guigna Pierre, Kairos Europe, Wallonie-Bruxelles. Cette capsule, conçue sous la responsabilité de Kairos Europe, est consacrée à la fraude et à l'évasion fiscale et est un peu l'envers du décor décrit dans les deux précédentes, où nous avions expliqué l'importance de l'impôt pour une vie en société et le lien avec la justice sociale. En fait, ce qu'on va un peu essayer de décrire ici n'a rien d'exceptionnel. Mais ça fait partie d'un système développé à une échelle industrielle par le néolibéralisme mondialisé. Avant de détailler quelques méthodes de fraude et d'évasion fiscale, rappelons le contexte et l'actualité de tout ceci. Depuis la crise de 2008 et le ralentissement de la croissance de l'économie mondialisée, les États aux prises avec les déficits budgétaires importants, ont cherché à y répondre par des politiques d'austérité et donc par la diminution du soutien aux services publics et à la protection sociale. Ils étaient forcés de tenir compte de la baisse des recettes procurées par l'impôt. Face à cette pression, le G20, qui regroupe les pays les plus importants de la planète, s'est prononcé contre l'existence des paradis fiscaux et inquiété les pertes créées par l'évasion fiscale. Le CDE, l'Union européenne et aussi un panel de développement de l'ONU et les Africains y ont adhéré. Plus récemment, des fuites répétées et très médiatisées par un consortium de journalistes internationaux, l'ICIJ, ont achevé de mettre la pression sur les hommes politiques. LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, pour n'en citer que quelques-unes des plus récentes, ont démontré qu'il ne s'agit pas seulement de corruption de quelques-uns, mais d'un système, d'une industrie mise en place depuis une trentaine d'années pour contourner et éviter l'impôt, au profit d'un nombre limité de privilégiés, qui va bien au-delà des milliardaires, et dans lequel on retrouve des patrons d'entreprises partant à la retraite, des cadres supérieurs de multinationales, des sportifs et des artistes, des petits commerçants, des professions libérales et même quelques évêques. Comment en est-on arrivé là? Le paiement de l'impôt par la personne physique ou morale, les entreprises, repose sur un triple aspect. D'une part, il s'agit d'identifier le bien ou l'opération soumise à l'impôt, le revenu du travail, l'achat ou la vente d'un bien, la possession d'une habitation. C'est ce qui est appelé la base fiscale ou l'assiette, c'est-à-dire sur quoi porte l'impôt. D'autre part, il convient d'identifier correctement la personne physique ou morale redevable à l'impôt. Enfin, il faut fixer le taux ou la proportion de cette base retenue pour lever l'impôt. C'est le rôle du législateur, c'est donc de l'État. Pour contourner tout ceci, pour réduire l'impôt à payer, on peut utiliser différentes méthodes. Pour réduire l'assiette fiscale d'une activité ou d'un bien, on peut simplement ne pas la déclarer ou n'en déclarer qu'une partie. Ainsi, dans le secteur de la restauration, on ne va pas déclarer tous les clients, ni tout ce qu'ils ont consommé. On pourra sous-facturer la valeur du produit, les quantités soumises, le prix ou le travail fourni. On retrouve ça dans toute une série d'autres domaines. Dans la construction, avec des travailleurs non déclarés,
dans les transports routiers, les dépannages maison ou de voitures, ou encore partout dans le monde dans l'extraction des ressources naturelles, agricoles, minières ou financières par les multinationales. C'est du noir, du ton. En fait, c'est de la fraude, c'est illégal et c'est donc soumis à de possibles amendes et poursuites judiciaires. On est ici dans une sorte d'économie informelle qui coexiste avec l'économie déclarée. Les États eux-mêmes peuvent organiser ces zones grises, souvent avec des ambitions de développement et de croissance économique. Exemple, les zones franches, c'est-à-dire des lieux où une entreprise installée, souvent étrangère, ne paye pratiquement pas d'impôts. C'est ainsi qu'en Chine ou au Mexique, aux portes des États-Unis, on peut étendre cela au pays lui-même, comme en Estonie, où l'impôt des sociétés est pratiquement nul. Certains États entendent aussi créer un avantage compétitif dans certains secteurs d'activité économique par ce qu'on appelle un incitant, un avantage fiscal, comme par exemple dans la recherche ou dans la culture. Ils accordent alors des réductions fiscales destinées à soutenir les investissements nationaux ou étrangers. En Belgique, un tax shelter a été créé pour l'industrie du cinéma et les intérêts notionnels aussi pour le secteur des multinationales. Plus fort, l'administration fiscale d'un pays lui-même peut également conclure des réductions directement avec les multinationales. Ces avantages sont appelés les rulings et ils ont été mis en évidence, par exemple, avec l'affaire LuxLeaks au Luxembourg. Il s'agit ici d'une planification fiscale légale, mais agressive à l'égard des autres États. Elle fait partie, selon nous, de la guerre fiscale existante entre les États. Une troisième manière de pratiquer le contournement fiscal procède du fait de savoir choisir les bons endroits à faible fiscalité, bien sûr, les paradis fiscaux, et d'y dissimuler au maximum via des sociétés écrans ou des hommes de paille, voire par achat de nationalité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ce n'est pas illégal. Cela profite de l'absence de la coopération fiscale entre les États et des failles juridiques qui existent entre ceux-ci. Le problème est alors, par exemple, pour une multinationale, de décomposer la base fiscale de ce qui est à déclarer, c'est-à-dire les bénéfices ou les revenus, au travers de toute une série d'activités et de filiales, et de déplacer celles-ci dans les endroits les moins taxés, les paradis fiscaux. Cette technique s'appelle les prix de transfert. C'est une opération purement comptable, de répartition, qui n'a rien à voir avec la réalité physique des choses. Et c'est elle qui explique, par exemple, que l'île de Jersey est ainsi devenue la principale exportatrice de bananes. Cette ingénierie est mise au point par des cabinets d'audit, Mossack Fonseca, pour les Panama Papers, ou par des bureaux d'audit, PVC pour les révélations LuxLeaks. À eux seuls, les 4 principaux bureaux d'audit, appelés aussi Big Four, emploient 1 million de personnes dans le monde, avec de nombreux bureaux de paradis fiscaux. En résumé, maintenant, de ces diverses techniques de fraude et d'évasion fiscale,
nous voudrions vous soumettre le schéma suivant, celui d'une firme diamantaire belge dont les ressources sont tirées d'Afrique. Il s'agit d'Omega Diamond, firme diamantaire anversoise. Elle puise ses ressources minières essentiellement en Angola et les exporte vers Israël et Anvers en Belgique. La fraude vis-à-vis de l'État angolais et la sous-facturation portent alors sur la qualité des minerais, sur leur prix, sur leur quantité à l'extraction. Puis, au départ d'Afrique, des faiblesses de contrôle aux douanes angolaises et congolaises. Ensuite, c'est la phase suivante, du recours à l'évasion fiscale via des sociétés écrans vers Dubaï, choisi ici comme paradis fiscal. Et enfin, c'est la dernière étape vers le haut, vers la firme elle-même à Anvers et en Israël, par surfacturation, qui n'est qu'une simple opération sur papier. Les poursuites judiciaires en Belgique ont porté sur un paiement éventuel de près de 5 milliards d'euros et viennent d'être relancées par la Cour de cassation. Je vous remercie.